Bonsoir tout le monde. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir été invitée pour animer ce panel avec des personnes hautement pertinentes sur la question. Donc, merveilleux panel sur le sujet des médias sociaux, cette arme à double tranchant pour nos communautés. Les panélistes ont été très bien introduits. Je les laisserai donc compléter leur présentation. Donc, en premier temps, je vous inviterai... est-ce que j'ai besoin? Oui, je vais me présenter moi-même. Tant que j'oublie toujours ce trop pressé de partir dans le feu de l'action. Je m'appelle Marie-Philippe Drouin. J'utilise le pronom YEL avec les accords alternés. Tout le monde m'appelle Philly. C'est la même personne. C'est juste ma mère, quand elle est fâchée, qui utilise mon prénom de naissance au complet. Surtout quand je mets mes pieds sales sur son sofa. Vous voyez le genre? Sinon, mes amis collègues m'appellent Philly. Faites de même. Ça va me faire très plaisir. Actuellement, je suis à la Direction générale de Divergenre, qui est un organisme par et pour les personnes trans dans la vieille capitale nationale. Ça fait vraiment plaisir de revenir à mes vieux amours montréalais pour la fin de semaine. Sur le side, je fais de la formation, entre autres avec l'équipe de la Coalition des familles LGBT, avec l'Institut national de santé publique et plein d'autres projets avec plusieurs personnes ici présentes dans la salle. Je vous salue bien bas, chers collègues. Voilà pour ma présentation. C'est votre tour. Faites vraiment attention pour reculer parce que ouais, sortez vos cellulaires, il va peut-être avoir un excellent mime ici ce soir. je vais pas faire les manœuvres de réanimation. Je sais pas comment. Est-ce que quelqu'un a un casque en arrière? L'animation des événements LGBT sont un sport d'adrénaline. Bon, trêve de plaisanterie, rentrons dans le vif du sujet. Je vous offre en quelques mots de vous présenter votre prénom, nom, pronom. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre expertise? La pertinence de pourquoi on vous a choisi ici, bref. Hein? Ouais, ben là, je sais pas. Quelques mots, là. Ils m'ont mis sur le panel parce que j'avais... Juste une lesbienne qui s'est fait ramasser dans les médias sociaux. Non, mais bref. Je m'appelle Judith Houssier, je suis journaliste. J'utilise les pronoms féminins, puis je suis lesbienne. J'ai fait je me suis un petit peu impliquée dans la communauté. J'ai fait un petit peu de gris. As-tu des gris ici? En tout cas, surtout des arcs-en-ciel. Puis c'est ça, je suis une lesbienne à grande gueule, fait que j'ai ma place sur ce panel. Incroyable. Incroyable. Je t'en prie, June. Bonjour, moi c'est Henri-June Pilote, pronom il. Et je suis créateur de contenu, conférencier et podcasteur, balado-diffuseur, si la loi 101 est dans la pièce. Et sinon, ben c'est ça, je suis créateur de contenu. Donc j'écris beaucoup de contenu par rapport à ma transition en français, fièrement. Et je pense que je suis là parce que ben je suis un trans à grande gueule. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Christopher Ditzel, lui. Je suis chercheur à McGill et pour ma recherche, je suis intéressé par les intersections entre le genre, la sexualité, la santé mentale, physique, sexuelle, la sécurité des personnes et bien sûr la technologie. Donc, pour ma recherche, ce que j'ai fait récemment, c'était sur les applications de rencontres, les médias sociaux. J'ai étudié principalement la violence sexuelle, le consentement, c'est des idées qui sont liées aux expériences en ligne et en personne. Donc, c'est-à-dire s'il y a des gens qui se connectent par rapport aux applis, on parle du consentement qui est présent dans les interactions en ligne, mais également si ils se rencontrent en personne. Mais actuellement, je fais des projets sur la montée mentale pendant la pandémie. J'ai fait une étude avec les personnes âgées LGBTQ. Et bien sûr, j'étais bénévole aussi pour ACCM. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, d'accord, c'est très bien. Donc, ouais, c'est moi, quelques petits mots. Donc, je suis très content d'être là. Merci. Merci, Christopher. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Lucia ou Lux, pronom Yel, elle, il en alternance. Je suis à la maîtrise en droit. Je m'intéresse dans le cadre de ma maîtrise à la discrimination algorithmique et
comment est-ce que le droit à l'égalité dans la Charte canadienne et la Charte québécoise encadre ou répond aux enjeux de discrimination algorithmique. Je suis également dans un projet de recherche qui s'appelle Queeriser la gouvernance de l'IA, de l'intelligence artificielle, donc avec le professeur David Miles. Donc, on s'intéresse aux impacts des algorithmes des plateformes sur les communautés LGBTQ+. Donc, ça rejoint un peu mes intérêts académiques, là, les algorithmes, les médias sociaux, la technique, l'égalité. Aussi, je suis militante dans divers collectifs queer, féministes, antiracistes, etc. Ouais. Merci, Lux. D'ailleurs, je vais te relancer avec ma première question. Pour les néophytes dans la salle, c'est quoi l'intelligence artificielle, un algorithme? Puis plus précisément, à quoi on fait référence quand on parle, moi-même j'ai besoin de mon support visuel, de discrimination algorithmique. Donc, une question pour les chercheuses devant. Oui, donc l'intelligence artificielle, contrairement à ce que l'on pense, ben, ça existe quand même comme discipline depuis les années 55. Mais ce à quoi on réfère principalement aujourd'hui, puis là, depuis les années de 2010, ce sont les avancées dans le sous-domaine qui s'appelle l'apprentissage automatique, soit le machine learning. Donc, qui est une façon de faire l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est juste une définition là, qui est donnée, c'est comment est-ce que les systèmes, les ordinateurs, les machines peuvent reproduire un comportement qui, s'il était effectué par des humains, serait perçu comme étant intelligent. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'une machine soit intelligente parce qu'elle a une conscience, mais c'est qu'elle est capable de produire un comportement qui, voilà, si un humain le faisait, ce serait considéré comme intelligent. Donc là, le machine learning, l'apprentissage automatique, c'est, par exemple, au lieu de coder différentes lignes qui font en sorte que la machine peut agir comme étant intelligente, ça serait l'approche symbolique. Mais le machine learning, c'est on laisse à l'algorithme apprendre à partir des expériences, donc des données. Donc, en ce moment-là, l'algorithme, il va apprendre, puis à être voilà, intelligent, puis va apprendre de ses erreurs. Et donc, on n'a pas tout codé d'avance. Et donc, par rapport à la question sur la discrimination algorithmique, c'est surtout utilisé dans le contexte donc, du machine learning, donc apprentissage automatique, pour voir comment est-ce qu'un algorithme interagit avec les données d'apprentissage ou les données d'interaction. Parce que, par exemple, les données sont le reflet de notre société et donc, si notre société est raciste, sexiste, transphobe, homophobe, comme elle l'est, eh bien, ça va se refléter dans les données et donc les algorithmes vont apprendre de ça. Et donc, c'est surtout, je dirais que ça, principalement, là, à quoi on réfère lorsqu'on parle de la discrimination algorithmique, là, de comment est-ce que les algorithmes, mais aussi des choses que des fois les programmeurs ont codées. Donc, c'est une interaction entre les décisions des programmeurs, les données, l'interaction avec les utilisateurs, donc vraiment ça, qui reproduit donc des effets oppressifs là, à l'égard des communautés LGBT, des communautés racisées, les femmes, les personnes autochtones, etc. Fait que finalement, c'est comment l'intelligence artificielle va à travers les algorithmes recréer la discrimination qui existe dans les données, donc dans la société. Voilà. Puis Christopher, qu'est-ce que nous apprend cette discrimination-là? Qu'est-ce qui est intéressant pour nous? Avec la discrimination algorithme ou quel type de discrimination exactement? Ben, en fait, les discriminations qui touchent les personnes LGBT, donc plusieurs, là, d'un point de vue intersectionnel, mais pour le public, ou pour moi principalement, j'aimerais savoir quelles sont les connaissances qui ont été créées à partir de la discrimination algorithmique, puis qu'est-ce qui est intéressant pour notre travail, qu'est-ce qui en est ressorti? Oui, en fait, c'est très intéressant de parler de discrimination algorithmique et d'autres types de discrimination qui peuvent se présenter en ligne. Parce qu'on pense, comme tu disais, en fait, on pense que les réseaux sociaux sont neutres, mais ce n'est pas du tout le cas.
En fait, c'est les personnes derrière ces technologies qui créent ces systèmes. Donc, c'est-à-dire s'il y a, tu as déjà remarqué, si nous, les personnes, si on est contre un type de personne pour la couleur, pour sa langue, pour peu importe, ça peut présenter dans les algorithmes. Donc, un bon exemple, c'est avec, ça c'est une partie, et une autre partie, c'est à quel point est-ce qu'on veut interagir avec les réseaux sociaux. Donc, à quel point est-ce que les compagnies peuvent avoir plus de personnes, plus d'attention, plus de contact avec les utilisateurs. Donc, avec Facebook, c'est un bon exemple parce qu'on sait si on like quelque chose, ça montre à l'algorithme qu'on est intéressé par cette idée, ce post, peu importe. Mais il y a d'autres types de réactions aussi. Bien sûr, il y a en colère, par exemple. Et en fait, il y a ces autres types de réactions qui sont plus intéressés, qui sont plus intéressants par les algorithmes parce que plus qu'un j'aime, pour une personne qui est en colère, ça va pousser, ça va forcer plus d'interaction avec la plateforme. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a les posts, les vidéos, les images, les messages qui ont plus de réactions, peu importe si c'est bon ou mauvais, ça crée plus d'énergie, plus de continuation, plus d'utilisation des plateformes. Donc, ouais, c'est ça aussi qui joue dans ces systèmes parce qu'on voit si on met quelque chose qui est controversé, qui est contre une personne, contre une communauté, ça crée plus d'interaction, même si c'est pas quelque chose de bon, même si c'est la désinformation, la toxicité, tout ça. Ça pousse encore plus d'interaction avec les plateformes. Excuse-moi. Les émotions négatives, donc, génèrent plus d'engagement. Oui, en fait, il y a des années, et peut-être tu peux parler de ça aussi, je sais qu'il y avait des journalistes qui ont trouvé avec les algorithmes de Facebook en 2017, ils ont trouvé que la réaction en colère était avait un pouvoir 5 fois plus puissant qu'un j'aime. Je ne sais pas pour les autres réactions exactement, mais en colère, c'était vraiment, ça avait beaucoup de pouvoir. Donc. Ce qui expliquerait la montée des messages haineux qui deviennent viraux finalement. Puis que même si ce n'est pas un contenu que tu aimes, tu vas quand même le recevoir parce qu'il génère de l'attention sur le web. Oui, et aussi si on pense aux autres choses aussi, si on pense de la politique, si on pense de le racisme, si on pense de la discrimination, l'homophobie, transphobie, tout ça, bien sûr, ça crée, il y a des personnes qui ont des opinions, des avis, et surtout s'ils sont contre quelque chose, ça crée plus d'interaction. Donc, ouais. Mais ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que oui. moi, j'ai vu aussi beaucoup l'émergence de mouvements sociaux grâce à ce moteur-là. Donc, oui, ça peut... Tout le couteau à double tranchant. Oui, exact. Ouais. Oui. Exact. Okay. Oui, je voulais pas banaliser ce que tu venais de dire. Non, mais effectivement, parce que autant comme les personnes trans, marginalisées, les femmes peuvent rejoindre des communautés avec des communautés safe, des communautés d'échange, d'empathie, de compréhension et de militance. Et puis, donc, on peut se faire recommander du contenu en ce sens, mais autant les gens discriminatoires, xénophobes, conservateurs, aussi, ils sont dans une chambre d'écho où leurs idées, à chaque fois, elles deviennent plus radicales, puis ils sont exposés au contenu à chaque fois plus haineux. Fait que finalement, la discrimination algorithmique, c'est un des résultats en fait, c'est à la base, une des conséquences, dis-je, de la polarisation des discours sur les plateformes. Je comprends bien. Je suis. Ouais. Parfait. C'est vraiment très, très intéressant. Puis, est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous avez, dans votre expérience, pu voir, oui, vous deux,
qui n'avons pas fait de doctorat pas Ils n'ont pas fait là-dessus. de doctorat. de recherche là-dessus, mais qui Comme pouvaient le utilisateur de voir plateforme. ou ouais, est-ce que vous avez observé ça, cette montée de la polarisation, puis aussi de stratégie journalistique? Ben, moi, c'est sûr que genre, sans faire d'études universitaires sur le sujet, c'est sûr que dans mes recherches sur la cancel culture que j'ai faite pour mon essai sur la cancel culture, ça faisait partie des observations qui sont faites par les chercheurs, qu'effectivement, tous ces phénomènes-là, les chambres à écho, la ça participe, comme je disais aussi, sur Black Lives Matter, ou qui nous ont donné les mouvements Moi aussi ou Fridays for Future. Donc, il y a quand même, ça crée des élans qui, de notre point de vue, sont positifs, mais ça crée également des campagnes dévastatrices pour certains membres de notre communauté. Moi, personnellement, comme chroniqueuse dans l'espace public, j'ai de la misère à évaluer l'impact de mon identité, de mon orientation sexuelle sur la réception que les gens ont de moi parce que j'oublie, moi, que je suis lesbienne et que ça peut les déranger. Mais je sais que ça a un impact. Puis on a vu tellement de personnes. Je pense à Safia Nolin, par exemple, qui est une personne marginalisée pour plusieurs raisons, qui fait l'objet de campagnes dévastatrices sur les réseaux sociaux qui sont à l'intersection de toutes ces identités qui peuvent déranger la population. Puis une personne comme ça, ben, s'en sort avec beaucoup plus de difficultés que, mettons, si on veut prendre sa rivale là, dans la situation qui est Marie-Pierre Morin, qui est une personne ultra conforme, qui a plusieurs avantages pour elle, tout le contraire de Safia Nolin. Donc, quand on regarde ces deux figures-là, par exemple, ben, ça devient évident que sur les réseaux sociaux, même si nous, notre gang ici, on est toute team Safia Nolin, ça ne fait pas le poids par rapport à l'ensemble de la population qui va répondre à Mais aussi à l'algorithme qui va être oui, plus fort, en fait, exact. qui va récompenser, en fait, la haine. Oui, puis tu sais, une personne qui va générer pour toutes sortes de mauvaises raisons des sentiments de colère, ben ça va être, j'imagine, ça va embarquer dans cet algorithme-là, puis ça va partir en feu. Moi, ça, c'est comme ça que je le dis. Je n'ai pas fait de doctorat là-dessus, mais c'est comme ça que je le nommerais. Partir en feu. Partir en feu. Maîtrise. Si tu peux me permettre, je parlerai un peu de moi en tant que créateur de contenu trans. Je dirais que la chose qu'on n'a pas encore parlé, les merveilleuses autres 3 personnes qui sont là, c'est comment, en tant que créateur de contenu, on devient un peu, on doit changer selon comment l'algorithme nous perçoit. Puis c'est une chose très épuisante. Donc, moi, j'ai commencé ma création de contenu sur les enjeux en lien avec les jeux érotiques, en lien avec l'éducation sexuelle. C'est quelque chose que je ne fais plus du tout parce que c'était constamment soit que l'algorithme effaçait complètement mon contenu, soit que l'algorithme le désavantageait. Et à travers ça, j'ai commencé à parler de ma transition. C'est encore une fois de plus en plus. Donc, il y a une espèce de sentiment d'épuisement dans l'éducation où est-ce que peu importe qu'est-ce qu'on fait, j'ai l'impression qu'on doit changer pour correspondre à ce que l'algorithme veut qu'on parle, comment il veut qu'on en parle. Puis c'est quelque chose, je pense qu'on ne parle pas assez souvent de comment c'est un épuisement mental pour les créateurs de contenu en ligne qui visibilisent en fait des réalités, comme tu disais justement, Black Lives Matter, plein de réalités qui ont été construites en ligne. Puis on ne peut pas nier non plus que les identités trans, les identités non-binaires, ben, le fait qu'on soit aussi visible, et vraiment entre guillemets, qu'on soit aussi visible en ligne, mais fait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont prêts à faire leur coming out, à entamer les transitions. Puis je pense que... Et juste pour ajouter quelque chose de plus avec ça, c'est comme avec les applications de rencontres, par exemple, et même avec Twitter et d'autres plateformes des médias sociaux, on voit que parfois on ajoute genre un checkmark, tu sais, genre, pour montrer que la personne est vérifiée, entre guillemets. Mais ce qui est intéressant avec les personnes trans et non-binaires, c'est que pour être vérifié soit par un algorithme, soit par une personne qui décide derrière l'ordinateur que cette personne est la personne qu'elle présente, pour les personnes qui sont trans ou non-binaires, qui sont en transition, qui changent leur identité ou qui sont
fluides dans leur genre pour être vérifiés. Dans ce sens, ça présente une idée très binaire, très fixe. Donc, il y a ce problème aussi parce que de l'autre côté, on veut avoir plus de sécurité en ligne avec les personnes avec qui on a des interactions, avec les personnes qui sont vérifiées, mais en même temps, pour les personnes qui sont authentiques, avec la présentation qui n'est pas forcément, qui est fluide, c'est difficile d'être vérifié des fois par une autre personne qui décide, bah, cette personne n'est pas la personne qu'elle présente. Puis en plus de ça, il y a aussi tout ce qui est en lien avec les mots-clics, dans le Mhm. sens où est-ce que ça va être difficile de se faire comment on dit déjà, vérifier Vérifier, ouais, lorsqu'on a ouais. utilisé des mots qui sont du vocabulaire LGBTQ+. Dans le Mhm. sens que ça va souvent venir à un refus. Oui, il doit y avoir Oui, des demander mots. des papiers d'identité Demander aussi, des c'est papiers ça, c'est sûr que d'identité, ça oui. pose un problème à un moment donné. Oui, oui. Puis est-ce que dans ton expérience, tu as remarqué qu'il y a certains mots qui étaient à proscrire pour créer du contenu? Oui, Comme quoi, ça. par exemple? Toutes les insultes, c'est normal parce que c'est normal, mais c'est compliqué. Dans le sens que c'est un enjeu qui est compliqué dans tout ce qui est les mots comme dyke, tout ça, comme où est-ce qu'on des mots qu'on veut se réapproprier, mais qui vont être censurés. Mais aussi les mots qui ne sont pas des insultes, donc Mhm. lesbienne, trans, mais aussi juste le mot sexe, tous les mots qui sont en lien avec l'éducation sexuelle, tous les mots qui ont. On veut pas, quand on parle d'identité trans, on veut parler aussi d'organes génitaux, fait que tous les trucs en lien avec les organes génitaux, tous les mots LGBTQ+, vraiment sont censurés, au point où est-ce que les gens utilisent des mots codes maintenant. Donc, sexe avec une étoile au lieu d'un E, Emoji aubergine. emoji Ouais. aubergine, parce que Je donne des Non, mais trucs là au cas où vous savez pas. Pêche aussi, en tout cas. Stéphane, il y a une belle discussion intergénérationnelle à avoir sur naviguer les médias sociaux aujourd'hui, là. C'est pas rare que ma mère, je monte des TikTok, puis elle est comme, ça veut dire quoi ça? Puis là, je me rends compte qu'il est comme, les gens s'expriment en emoji, puis elle a aucun repère ouais, sur ça m'est arrivé avec ma Puis en même mère temps, c'est aussi. des stratégies pour pouvoir continuer à créer du Ouais. contenu sans être censuré, sans que son profil soit shut down. Ça nous ramène dans les années 60, hein, comme quand les chanteurs ils composaient des chansons avec des mots codes pour parler de la drogue. Ouais. Hey, c'est nos réalités. Bref, c'est des dynamiques sociales qui vont et qui reviennent. Ouais, voilà. Mhm. Est-ce qu'il y a une dernière chose à ajouter? Mais peut-être un exemple, c'est par exemple YouTube. Il n'y avait pas. C'est sûr que des fois, ils censurent puis enlèvent certaines vidéos, mais sinon, quelque chose qui arrive, c'est qu'on démonétise. Donc, la façon dont les créateurs de contenu reçoivent de l'argent, par exemple sur YouTube, c'est les publicités qui apparaissent au début. Et puis donc, certaines personnes qui avaient, par exemple, qui parlaient de transidentité, qui parlaient des sexualités LGBT. Ils deviennent des chaînes adultes à cause de ce Ouais, c'est ça. contenu-là. Et Pierre-Luc donc, ils peuvent Cloutier, je pense plus- que c'est ça qui est arrivé. Ouais, mais Ils ne plein peuvent plus d'autres avoir gens. de revenus par rapport à leur travail. Ou sinon, des fois, c'est des vidéos qui ne vont plus être recommandables. Donc, dans la liste à côté, ça va plus être des vidéos qui apparaissent. Donc, même la censure, elle peut prendre différentes formes. Ces attaques à la liberté d'expression. Ouais. Ou la restriction d'âge, comme tu disais. La restriction d'âge aussi, il y a YouTube, il y a comme trois, je dis n'importe quoi, mais il y a différents paliers d'advertisers, de commanditaires, puis il y a certains commanditaires qui ne veulent pas être associés avec du contenu controversé, puis donc ils ne monétisent pas certaines chaînes qui ont des contenus tout simplement LGBT. Et dans ce sens, si on parle de l'éducation, ben on sait très bien qu'avec l'éducation sexualité qui n'est pas très présente dans les écoles, il y a souvent les jeunes, les personnes jeunes qui sont queer qui cherchent ces informations en ligne. Donc, si ces informations sont censurées par les algorithmes, par les compagnies, ça empêche les personnes de chercher les informations qui sont utiles pour cette population qui est déjà marginalisée. Donc, ouais. Pour les personnes qui cherchent des outils ou à mieux comprendre comment ça fonctionne, la discrimination algorithmique pour pouvoir avoir une meilleure utilisation, est-ce que vous avez des ressources, des livres à proposer à l'audience? Oui, c'est une bonne question.
Mais c'est sûr qu'il y a quelques organismes qui travaillent là, sur des enjeux sur la discrimination algorithmique, par exemple les droits digitaux. J'avais travaillé pour un qui s'appelle Algora Lab. Il y a aussi qui est affilié à l'UDM. Il y a l'OVIA, qui est l'Observatoire international, en tout cas, des impacts je ne sais plus c'est quoi l'acronyme, là, mais qui font beaucoup de travaux là, sur les algorithmes. Fait que je pense aller voir peut-être des publications d'eux. Sinon, Algorithm Watch. Ouais, il y a quand même des organismes qui produisent du contenu pour informer le public parce que c'est important. C'est un enjeu qui nous concerne tous. On est tous, pas tout le monde, là, mais beaucoup. Les gens qui utilisent les médias sociaux. Puis c'est important d'apprendre, là, par exemple. Il y a quelques techniques qu'on peut faire pour essayer que notre contenu soit moins personnalisé. Pas sur Facebook, vraiment, mais sur les moteurs de recherche. Il y a quand même moyen de cliquer, d'avoir des plugins. Moi, c'est quoi que j'ai? En tout cas, il y a des plugins que j'ai qui font en sorte que je ne suis pas suivie par, je pense que c'est Facebook Container, qui fait en sorte que je ne suis pas suivie par Facebook dans toutes les autres pages que je visite. Et comme ça, toutes les autres pages que je visite, Facebook ne va pas les considérer dans la personnalisation. Bref, j'ai quelques outils pour essayer que ma navigation sur Internet soit le moins personnalisée possible. Mais ça, c'est mon choix. Je veux dire, il y a des gens qui seraient à l'aise que ce soit personnalisé. Moi, je préfère que ce soit le minimum, puis essayer que je sois moins identifiable par les plateformes. Bon. On voit que c'est réellement un couteau à double tranchant. Autant ça peut susciter l'indignation, autant ça peut justement créer des cocons où on voit ce qui nous conforte. J'avais demandé, c'est quoi les enjeux de sécurité puis c'est quoi les risques sur les réseaux sociaux de façon générale? On va aller tranquillement de façon en entonnoir pour les personnes LGBT, mais de façon générale, c'est quoi les grands enjeux actuels que vous observez, soit à travers votre expérience, soit à travers vos recherches? Mais moi, je pense qu'on sous-estime à quel point c'est dangereux, la quantité d'informations qu'on donne à ces organisations-là. Puis la raison pour laquelle on le sous-estime, c'est que il y a quelque chose de convenient, d'utile en fait à ce suivi-là. C'est-à-dire que, par exemple, ce que tu disais, d'essayer d'être le plus possible anonyme sur un ordinateur ou sur des plateformes, rapidement, tu réalises, « Ah, shit, j'ai pas mon mot de passe. » Tu vis des vrais inconvénients par rapport à ça. Et c'était quoi la pub que j'ai vue? Que je voulais acheter ce produit. Mettons. Mais je pense qu'on voit ça comme la collecte d'informations comme quelque chose de vraiment evil, mais la raison pour laquelle on y adhère, c'est parce que ça nous apporte quelque chose, ça nous rend un service à quelque part. Puis c'est pour ça qu'on sous-estime parce qu'on est comme en dissonance cognitive, parce qu'on se dit, c'est pas si pire. Je peux tolérer ce niveau d'invasion dans ma vie privée parce que ça m'apporte un avantage, parce que je suis en contact avec mes amis éloignés, parce que je reste en contact avec ma famille, parce que ci, parce que ça. Donc, j'ai ces avantages-là. Donc, j'adhère à ces plateformes-là. C'est ça le coût, en fait. C'est ça le prix de ces plateformes-là. Puis moi, je trouve le plus grand danger, mais j'y adhère à 100% parce que je suis comme tout le monde. Là. C'est exactement ça. On oublie des fois quand on utilise les plateformes, les sites web, les applications, tout ça, on oublie que c'est nous les produits. C'est nous, en fait, c'est nous qui donnons nos informations, nos données. Notre attention, surtout, c'est l'économie de l'attention. Plus Facebook peut retenir notre attention longtemps, plus ils peuvent vendre de la publicité. Ben oui, c'est eux qui profitent de nous, en fait. Donc, c'est gratuit dans ce sens. C'est pas comme on paye, mais en même temps, c'est eux qui profitent de notre utilisation des sites et tout. Donc, ouais.
C'est tout à fait ça. Ma mère m'a toujours dit, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Bah, voilà. Mais je pense aussi qu'il faut parler principalement par rapport aux communautés LGBTQ+, mais toutes les communautés marginalisées, c'est l'espèce de création de communautés qui sont à la fois fausses et à la fois vraies. Je pense qu'il y a, comme on est le produit justement, ben, chez Facebook, chez les réseaux sociaux, ben, il y a des psychologues, il y a des gens qui étudient pour qu'on devienne obsédés par nos réseaux J'étais sociaux. comme, il y a des psychologues sur Facebook, man, Ouais, c'est super dur d'en avoir un un dans la vraie vie. dans le sens qu'ils étudient les patterns les patterns d'addiction, puis comment puis je pense que c'est quelque chose chez les personnes LGBTQ+ qui se construisent une identité en ligne. C'est une identité, c'est un truc que je remarque de plus en plus. Je suis une des personnes francophones qui a commencé à être visible par rapport à mon identité le plus rapidement en ligne. Puis je reçois beaucoup de messages de gens qui sont brisés, des gens que je suis la première porte d'entrée vers leur identité. Puis ça, en soi, je trouve ça triste. Mhm. Que je sois que je. Ouais, mais si tu n'étais pas là, il n'y aurait pas Il n'y ça. aurait personne, mais Tu sais, je veux dire, il y a 20 ans, c'est ça. la jeune lesbienne ici, elle n'avait pas de modèle. là. Non, elle n'avait pas de modèle. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de dangereux dans l'espèce on sort un peu de la Ouais. corporalité, puis on rentre vraiment dans des comment dire, toute notre identité est attachée à une chose, est attachée aux réseaux sociaux, puis est attachée à notre appartenance aux réseaux sociaux. Ce qui fait que si ton account est delete, si jamais il y a panne d'électricité, comme je trouve que ton identité est beaucoup trop reliée à ton utilisation des réseaux sociaux, puis ça fait qu'il y a un manque de corporalité, puis il y a un manque dans les milieux communautaires, il y a un manque il y a plein il y a plein de bars qui vont fermer, il y a plein, je pense que ce qui n'est pas à cause des réseaux sociaux, mais je pense qu'il y a une espèce que ça se mélange un peu tout ensemble, puis que comme on est le produit, ben, on utilise ça. On utilise le fait que les communautés LGBTQ+ sont très seules. Avec un faux sentiment d'intimité aussi, c'est un concept aussi, je ne sais pas si vous avez croisé ce concept-là, mais comme sur les réseaux sociaux, on crée une espèce de faux rapport d'intimité avec les gens qui font qu'Henri, je pense qu'on ne s'est jamais vu dans la vraie vie, mais j'ai l'impression qu'on est buddy puis qu'on se connaît vraiment beaucoup, alors que je ne sais pas c'est quoi, moi, tes passions, ben, je sais sur Instagram, mais je ne sais pas tes vraies passions. Non, mais c'est ça. Puis on peut penser aux jeunes. Si moi, je pense à moi quand j'étais jeune, puis que j'avais eu, si j'ai 30 ans, si je m'étais transféré, que j'avais fait mon coming out, puis que j'avais eu juste les personnes trans que je connais étaient des personnes qui en fait, je pense que je connais, mais qui ne me connaissent pas. Mais non, c'est Ben, la construction de l'identité est un peu défaillante, est un peu compliquée, puis elle est un peu triste. Moi, je trouve ça triste. Puis je rêve autant en ligne qu'en personne, un sentiment de communauté plus fort. Puis j'ose croire que ça peut exister. Oui, ben juste pour ajouter avec tout ça, même avec le mot communauté, c'est intéressant parce qu'on dit qu'il y a une communauté Facebook, une communauté Instagram, une communauté peu importe quelle plateforme. Et c'est comme tu viens de remarquer, en fait, ce langage, c'est un peu. De l'autre côté, on pense qu'on fait partie parce qu'on utilise ces plateformes et en même temps, c'est pas comme on a un vrai rapport intime avec toutes ces personnes qu'on voit, qu'on regarde sur ces plateformes. Mais cela dit, même si, bien sûr, c'est utile pour garder contact avec ma famille, avec des amis et surtout avec nos pandémies, c'était inutile qu'on comptait beaucoup sur les plateformes pour rester en contact, surtout quand on était isolés à la maison. Donc, il y a une sorte que ça nous aide à garder cette idée de communauté, mais en même temps, parfois, c'est une fausse idée, c'est un faux... un lien partiel. Oui, exact. C'est ça. Mais c'est sûr que dans la vie physique, l'Internet est physique, là, mais en tout cas, mais dans... je ne sais jamais Les comment interactions dire. face à face. Les interactions face à face, là, parce que des fois, on dit in real life, mais le Présentiel. digital et real life, mais vrai, en personne. C'est sûr qu'on c'est pas non plus l'intimité authentique à toute rencontre. C'est sûr qu'on ne connaît pas. Il y a plein de personnes qu'on côtoie, qu'on connaît. C'est pas comme, je dirais,
pas que, mettons, les rencontres en personne sont vraies, puis en ligne sont fausses. Puis, mais c'est sûr que, en fait, comme vous l'avez dit, c'est que dans les interactions en ligne, il y a une impression qu'on a accès à la complexité de la personne, vu qu'on a accès à, comme, au quotidien, à quelques facettes du quotidien d'une personne, on a l'impression qu'on a compris tout. Alors que ça, avec, par exemple, les personnes qu'on côtoie, puis on le sait qu'on connaît juste une facette de, par exemple, un collègue, alors que c'est ça que je dirais que il y a une fausse impression. Parce que tu peux contrôler ton image sur les Voilà. médias sociaux. Tout Ça fait chose qu'en personne, avec le temps, on te voit de toutes les bords avec le non-verbal et les instants entre les clichés. Ma prochaine question est pour Lux et June. C'est quoi les enjeux spécifiques qui sont rencontrés par les personnes trans sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui est vraiment spécifique à nos communautés? On parle, là? Ouais. Entre autres. Mais je dirais que ben, je vais revenir justement à YouTube puis à la démonétisation et la restriction d'âge. Je dirais que l'identité trans, c'est des identités qui, je pense à Chase, je ne sais pas si vous savez c'est qui, YouTube, qui toutes ses vidéos ont été age restricted parce que il va présenter des prothèses qui vont ressembler à des pénis, être trans, c'est une affaire très corporelle, donc c'est une affaire qui peut devenir vue comme sexuelle. Je pense que comme notre société fait un lien très direct entre l'orientation sexuelle, l'identité de genre et le sexe, ça fait que nos identités, autant pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles que pour les personnes trans et non-binaires, sont vues comme sexuelles. Et parce que ça fait que les jeunes ne peuvent pas avoir accès à ce matériel éducatif-là. Et s'ils ont accès, mais ça va être du matériel qui va soit être, comme j'ai dit plus tôt, qui va être un peu contrôlé qui va être manipulé pour qu'il soit acceptable, accepté, ou sinon, mais ça va être du matériel qui va être de droite, qui va être contre nos identités, parce que, étrangement, ce matériel-là ne semble pas si censuré que ça. Fait que je dirais que ça, c'est un des dangers, c'est l'accès à l'information. Puis, ce qui est quand même drôle à dire, parce qu'on vit dans une époque où est-ce qu'il n'y a jamais eu autant d'accès à l'information sur les identités trans et non-binaires. Comme jamais autant, mais on n'a jamais autant non plus été connu et censuré. Donc, je dirais que c'est vraiment quelque chose de compliqué. On n'a jamais eu autant accès à l'information, mais la question à se poser, c'est quelle information? C'est ça, ouais. Quelle information auquel on a accès? On a beau en avoir beaucoup, si c'est tout de la merde, on n'est pas plus avancé. Donc, oui, en effet, cette censure-là joue beaucoup. Ou celle qui va être le plus visible, par exemple, avec les algorithmes de recherche, des fois, quand on tape certains mots, mais ceux qui, l'algorithme, il rank en premier, des fois, ça peut être plus un contenu conservateur et au lieu de contenu fait par les personnes concernées. Sinon, il y a la question de, oui, de la modération de contenu, comme tu as mentionné. Il y a aussi la question de qui a été mentionnée plus tôt aussi, là, comment est-ce que les sites, des fois, on nous demande le genre, et puis c'est binaire. Donc, déjà, il y a un mégenrage souvent pour les personnes non-binaires, de facto. Puis, sinon, des fois, il est inféré, le genre ou l'orientation sexuelle, puis aussi dans une logique, des fois, binaire. Puis aussi, par exemple, il y a un article de Bivens qui mentionnait comment, OK, Facebook, maintenant, au niveau du genre, il y a une grande liste, mais que, donc oui, tu peux choisir plusieurs, ça sort de la binarité, mais qu'à un niveau de la structure de comment est-ce que Facebook est fait, malgré comme cette apparence de diversité au niveau de l'identification de genre, ça retombe au niveau de la structure de façon binaire. Ça reclassifie de façon binaire malgré l'identification initiale là, qui paraissait plus diversifiée. Donc, c'est sûr que ça, c'est un... Ça se voit aussi beaucoup sur les sites de rencontres. C'est ce que j'allais dire, en fait, parce qu'on voit avec Tinder,
même si on choisit le genre qu'on veut ou peut-être l'identité qu'on veut, souvent, il y a toujours les catégories de hommes et femmes. Donc, oui, exactement. Moi, j'ai pas fait les sites de rencontres, mais ça a l'air que pour les lesbiennes, c'est l'enfer. Would not recommend. Mais je dirais que c'est quelque chose de drôle pour moi en tant que personne bisexuelle, comme il y a l'espèce de, en tant que personne bisexuelle trans, je suis toujours en train de changer qui est-ce que je suis puis qui est-ce que je veux qu'on voit. Tu comprends? Des fois, je vais dire que je suis une femme parce que je veux voir des lesbiennes, tu comprends? D'autres fois, je vais dire parce que Fait qu'on dirait que je suis toujours en train de modifier mon identité pour trouver des gens, puis c'est pas nécessairement la chose la plus agréable. Mais c'est dans ce sens aussi qu'on peut parler de la sécurité. Tu as posé la question tout à l'heure. Si on parle de la sécurité, c'est pas uniquement avec les algorithmes, les plateformes et les compagnies et tout, mais c'est vraiment avec les autres personnes. Et si pour les gens qui veulent rencontrer une autre pour une date, pour du sexe, peu importe, quelque chose d'intime, il faut penser à quel point est-ce que cette personne est en danger. Et souvent, avec les hommes cis, blancs, avec une certaine classe, parfois d'autres caractéristiques aussi. Ça peut montrer, c'est pas dire que c'est tout le monde, mais ça peut montrer, ça peut signaler que cette personne est peut-être en danger pour les personnes qui sont marginalisées. Oui, tout à fait. Puis il y a tout un vocabulaire qui s'est construit autour de ça. Je pense entre autres aux trans-chasers, les chasseurs de personnes trans, où ça donne des dynamiques extrêmement nocives. Ou un espèce de sentiment aussi de, comme je disais, de quand est-ce que tu révèles ton identité, comment tu la révèles, avec qui tu te sens confortable. Et encore, les personnes qui sont marginalisées peuvent être ciblées par les autres personnes. Genre, s'il y a quelqu'un qui veut attaquer une personne marginalisée, c'est très facile de trouver des informations de cette personne en ligne parce que tout est lié, tout est trouvable. Enfin, on peut chercher toutes les informations personnelles. Donc, le doxing, je ne sais pas si vous êtes... Ouais, OK. Donc, ça, c'est le traçage d'informations, le traçage de documents. C'est le partage des informations personnelles en ligne pour trouver la L'adresse, les numéros de téléphone. C'est exact, tout ça. Moi, j'ai des gens dans ma vie qui ont déménagé à cause de ça, là, qui se sont réveillés un matin que sur Internet, des gens qui disaient qu'ils avaient tué avaient mis leur adresse. Donc, c'est des réalités qui sont tangibles. Puis aussi, par exemple, au niveau des photos, des fois, on peut faire un Tinder avec pas notre vrai nom, mais on met des photos. Puis là, si la personne télécharge des photos puis les met sur Google avec une recherche et on a mis ces photos dans un vrai profil avec ton vrai nom, ben, à travers ces photos, tu peux les retrouver, alors que dans ton Tinder, il n'y avait rien qui t'identifiait. Donc, faire attention aussi à ça. Là. Si jamais il y a des comptes qui sont liés, peut-être que tu peux trouver une autre personne. Ouais. Quelque chose le fun aussi. Ça sent bien. Une ou deux, là. Je suis sûr qu'il y a des choses de fun. On a fait le tour des enjeux de sécurité puis du bout de plate. J'aimerais ça faire un pont avec les solutions. Donc, c'est quoi les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour contrer ces enjeux-là, contrer la discrimination, le harcèlement sur les réseaux sociaux, pour rendre l'utilisation des médias sociaux, puis on peut inclure aussi les plateformes de rencontres là-dedans. C'est un média social. Pour que ce soit plus sécuritaire puis plus agréable. Aux hot tips. Mais, tu sais, quand on pense au harcèlement ou au mobbing ou encore à, tu sais, toutes les campagnes de cancel culture, puis quand j'emploie ce mot-là, peut-être je ne l'explique pas assez bien ici parce que j'ai écrit tout un livre là-dessus, fait que c'est très nuancé ma perception de ce que c'est ce concept-là maintenant. Mais souvent, on ne réalise pas à quel point c'est un phénomène à la fois individuel et collectif. C'est-à-dire que quand une campagne démarre contre quelqu'un, on n'a pas de pouvoir individuel sur un phénomène qui est excessivement collectif. Par contre, ce que je vois, c'est que souvent, quand une personne est prise dans une espèce de campagne de harcèlement comme ça, on va avoir tendance, malheureusement, les alliés à se dissocier de cette personne-là, de peur de représailles ou de peur d'être à notre tour la cible de harcèlement. Puis, je pense que c'est ça qui est un peu à déconstruire. C'est difficile. Mais quand on est témoin de campagnes de harcèlement envers quelqu'un d'autre, il faut s'interposer.
moi, comme chroniqueuse, c'est arrivé que je sois au cœur de tempête. Comme ça, c'est toujours plus gros dans notre esprit que ça l'est réellement parce que quand on est dans un scandale, on a l'impression que tout le monde parle de ça alors que calme-toi, la vie ne tourne pas autour de ton nombril. Là. Genre, il y a plein de gens qui ne savent pas que tu existes. Mais tu le vois, les personnes qui sont là puis qui t'appuient puis qui te tendent une main puis qui sont pas juste là quand tu t'en vas, quand tu baisses les armes parce que c'est devenu trop. Fait que, des fois, quand on voit quelqu'un qui est la cible de harcèlement collectif, ben, on peut s'interposer. Si on n'a pas le courage, on peut manifester son appui. Ça peut être ouais, c'est ça, en privé, pour ne pas s'exposer soi-même à des représailles. Mais je pense qu'on sous-estime ça, puis ça peut être un bon outil Changer de une le faire. campagne de harcèlement pour une campagne de solidarité, finalement. Absolument, ouais, absolument. Mais comme vous disiez, c'est ça, les émotions négatives sont beaucoup plus engageantes que les émotions positives. Puis je pense qu'il y a une partie de notre cerveau, je ne sais pas laquelle, qui crave pour ça, là, qui crave pour voir du sang puis voir des gens tomber. Là. Je pense que c'est comme quelque chose à l'intérieur de nous de malsain. Mais c'est ça, d'essayer de contrer ça un petit peu. Génial. D'autres stratégies? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour déjouer l'intelligence artificielle, les algorithmes? Oui, il y a Martha. Stewart, c'est ça. Non, Martha. Mais tu sais, on peut-tu comme s'abonner à des comptes en dehors de notre bulle d'écho ou on peut-tu... Ada X, un organisme montréalais, mais je sens qu'eux, ils parlent d'hygiène digitale ou de... Hygiène, ouais. Ouais, quelque chose. Ou c'est peut-être... Il me semble que ben, c'est... bon, il y a des applications, par exemple, pour essayer de réduire le nombre de temps qu'on passe sur les médias sociaux ou des fois juste de voir combien de temps on passe sur les médias sociaux. Moi, j'ai fait ça cet automne, puis j'étais surprise. Là. Je savais que j'étais beaucoup sur les médias sociaux, mais quand même pas à ce point-là. Puis là, par exemple, je réduis mon temps, donc j'y vais quand même parce que j'aime ça, mais ça peut être intéressant, je pense, des fois, quand on passe trop de temps sur les médias sociaux. Sinon... Il y a certains outils de personnes qui justement, qui ont développé pour déjouer les algorithmes, qui font comme, par exemple, si tu vas à plein de sites, fait que là, l'algorithme, à plein de sites que tu ne vas pas, donc c'est un plugin qui déjoue l'algorithme. C'est sûr que moi, c'est ça, comme je veux moins laisser mes traces, j'essaie à chaque fois qu'on me demande pour les cookies, d'essayer de tout enlever et tout. C'est sûr que c'est un peu lourd parce qu'il faut à chaque fois, au lieu de juste mettre OK, il faut comme tout décocher et tout. Mais c'est sûr que là, il y a quand même les lois qui ont changé, qui ont poussé à ce que les compagnies soient comme obligées à pas récolter comme de facto toutes les informations. Puis c'est sûr que ce n'est pas des changements législatifs qui ont eu lieu parce que les compagnies étaient bien contentes là, de faire ça. Là, elles se sont imposées farouchement, mais avec une certaine mobilisation citoyenne, puis de différents acteurs ont réussi à faire ça. Puis je pense que c'est encore important de se mobiliser. Puis aussi avoir d'autres plateformes. Là, par exemple, moi, Signal, c'est une bonne plateforme encryptée. J'essaie tranquillement avec certaines conversations, certains amis de migrer plus vers Signal, surtout pour certaines conversations que, ouais, c'est ça, qui pourraient être plus sensibles, que je ne veux pas que Facebook soit au courant. D'ailleurs, par exemple, aux États-Unis, il y a une jeune adolescente qui est en train d'être poursuivie parce qu'avec sa mère, elle avait discuté de faire un avortement, puis dans une messagerie privée là, sur Messenger. Mais, ouais, ils ont... Ce que tu écris, puis ce que tu... Ouais. Au niveau de... C'est pas automatique, là. Il faut quand même que la police soit dans le dossier, puis tout, et puis qu'il y a une autorisation judiciaire, j'imagine, mais quand même, c'est possible, c'est des données qu'ils ont, puis... ouais. Ouais, jamais oublié que les propos puis les photos ne nous appartiennent plus entièrement. Ouais. C'est quand même un bon exemple parce qu'aux États-Unis, c'est l'exemple d'un droit qui est retiré, comme l'avortement. Je pense pas qu'on serait là au Québec ou au Canada, mais moi, je pense toujours à
au fait que, tu sais, on est out, on est Mhm. bien, on est privilégié ici, mais il suffit qu'on déménage dans une autre juridiction, c'est moins toléré ou que les lois changent. On ne peut pas imaginer que d'ici 20 ans, on ne sait pas la politique, mais tu sais, des fois, par une accumulation de scandales X qui marginaliserait encore plus telle communauté, tu sais, je sais pas, les musulmans n'avaient pas prévu que le 11 septembre, ça se retournerait contre leur communauté du jour au lendemain. Mais imaginons que pour les communautés LGBTQ, je ne veux pas être oiseau de malheur, mais qu'on perde des droits pour X raisons, puis que là, toutes ces informations-là se revirent contre nous. Même pas dans une vingtaine d'années, même si on voyage dans le monde Oui, c'est entier ça. en ce moment, si tu vas dans un autre pays, bien sûr, il y a des lois, des gouvernements différents qui peuvent avoir accès à nos données juste parce qu'on est physiquement dans cette région géographique. Donc, dans ce sens, il faut être conscient aussi à quel point on partage les informations quand on voyage, à quel point on se présente peut-être dans un pays qui est transphobe, homophobe, peu importe. Donc, c'est ça qui est important aussi. Il faut savoir à quel point on peut être ciblé par l'État et par pour les personnes, par les individus. Ouais, ou par exemple aux États-Unis, comme les travailleuses du sexe qui des fois ont des sites. Je connais quelqu'un qui s'est fait. Elle faisait une escale juste aux États-Unis, puis il y a eu une certaine interdiction du territoire à cause qu'elle a un site d'escorte. Puis elle n'allait pas faire du travail du sexe aux États-Unis, là, c'est une escale. Mais donc, c'est ça, faire mais c'est sûr qu'il y a we can only do so much. Là. Ils ont des outils de surveillance intenses, puis ouais, mais on peut essayer de faire quelques moyens pour essayer de garder une certaine vie privée, mais de faire attention. Ouais. Fait que ce que je comprends, c'est s'éduquer sur les enjeux, comprendre les dynamiques, puis se protéger, puis se solidariser par rapport à ça aussi. Ouais. Je me permettrais de faire un shout-out à mon collègue MD qui, quand j'ai été vachement bien attaquée par des turfs, m'a texté illico pour empêcher de leur donner du pouvoir puis d'aller dire des trucs qui n'ont pas d'allure, de fermer ton compte Facebook pendant 2 jours, juste le fermer temporairement, comme ça, il n'y a personne qui peut te trouver à l'écrire des choses le temps que les gens se calment. Ben après ça, tu rouvres puis ils sont déjà passés à autre chose. Il y a des petites techniques comme ça que les gens qui ont l'habitude peuvent s'entre-protéger de cette façon-là. Puis je pense aussi que, si je peux répondre à la question, ce serait pour les intervenants, pour le milieu communautaire, quand on fait l'intervention avec les jeunes, avec les moins jeunes, avec les gens de la communauté LGBTQ+, c'est de parler avec qu'est-ce que les réseaux sociaux à quoi ils répondent, à quoi on répond, en fait, comme besoin. Parce que je pense qu'en ce moment, les réseaux sociaux répondent à beaucoup de besoins qui ne sont pas comblés à l'externe. Je pense aussi que c'est par rapport à nous, à notre santé mentale. Et je crois en tant que créateur de contenu, je pense qu'il y a une force là-dedans. Je pense qu'il y a une force d'en prendre un pied de recul, puis de me dire, OK, pourquoi les gens me follow, par exemple, pourquoi les gens viennent me voir lorsqu'ils ont des anxiétés en lien avec leur genre? Ben, c'est sûrement parce que je représente quelque chose. Puis il y a une possibilité de créer des milieux, ne serait-ce que par Zoom, ne serait-ce qu'en vrai. Je sais qu'il y a des gens qui vont créer des événements, qui vont utiliser la force des réseaux sociaux pour créer des événements qui sont soit en présentiel, soit des groupes justement Signal, de discussion, créer des partenariats, du parrainage. Je pense qu'il y a une force là-dedans. Je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, que ça répond à un besoin très bien, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on prenne un step back et qu'on y réponde en tant que communauté. Comment qu'on peut y répondre tangiblement. Ouais. Ça fait un excellent point avec un excellent pont, dis-je, avec la prochaine question. On s'en va dans le positif. C'est quoi les avantages des médias sociaux pour nous? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est quoi ces besoins-là auxquels ces plateformes-là répondent? Juste pour souligner ce point que tu viens de remarquer, c'est en fait que même s'il y a les sites et les applis qui ont été créés d'une telle façon, genre on peut envoyer des messages, on peut envoyer des photos, peu importe, on peut être très créatif
avec les réseaux aussi. Donc, c'est-à-dire que même si les compagnies avaient une vision avec ces produits, on peut faire beaucoup de choses avec. Donc, like affordances, on peut jouer avec les affordances des applis pour faire ce qu'on veut faire avec. Donc, il y a toujours un moyen de trouver peut-être un loophole avec les technologies, d'utiliser les algorithmes, de jouer avec les algorithmes, de comprendre à quel point on peut les utiliser pour accomplir ce qu'on veut faire. Mhm. Ouais. Ouais. Puis en plus, on file un peu evil genius. Mais c'est ça le fun. Hein? Il y a un peu d'empowerment à aller chercher là. Oui, bien aussi, il faut pas oublier que les plateformes sociales nous permettent quand même comme Henri disait, d'être des modèles pour des personnes plus jeunes ou en région. Je sais que pour les personnes en région comme à Québec, par exemple. La très petite région éloignée de la Non, capitale je- nationale. Je te niaise, mais les personnes qui sont dans des régions plus isolées, c'est plus facile pour ces personnes-là d'être en contact avec les réalités LGBTQ. Puis de créer des mouvements et de répondre, de réagir quand il y a des choses qui n'ont pas de bon sens. De signifier haut et fort et en groupe avec la force du nombre qu'il y a des situations qui sont plus acceptables. De la même façon que, tu sais, avec moi aussi, on a pu sensibiliser la population au fait que plusieurs femmes n'ont pas dénoncé leur agresseur parce que pour toutes sortes de raisons, alors qu'une grosse partie de la population qui n'était pas visiblement au courant de ça. Donc, en mettant nos récits en commun, ça a permis de créer une prise de conscience. C'est la même chose pour tous les enjeux sociaux, en fait. Je pense qu'il y a aussi une démocratisation du contenu, dans le sens où est-ce que, justement, quelqu'un comme Judith, quelqu'un comme, je pense à plein de podcasts qui sont créés, plein de livres qui sont lancés seulement sur les réseaux sociaux. Avant, si on voulait avoir une série, il fallait absolument qu'on soit repêché par un grand canal. Puis je veux dire, maintenant, c'est possible pour des petits créateurs de faire des gros projets. Oui. Et je pense que ça a une force parce que les petits créateurs, ils vont souvent être marginalisés. Oui. Et c'est pas pour rien que de plus en plus, on voit dans les grands canaux à TVA, de plus en plus de représentation. Je pense que ça vient directement du fait que les grands producteurs voient que ça pogne, en fait. Puis qu'il y a une force, en fait, dans la représentation. Tout à fait. Pour terminer ce magnifique panel, en conclusion, si vous aviez un conseil à offrir à une personne qui veut améliorer son utilisation des médias sociaux, ou quelqu'un qui est néophyte ou qui, mettons, qui a 12 Va ans. pas là-dessus. Si t'es néophyte, man, t'es pas encore contaminé, va pas là. Pas jouer au parc. C'est ça. Qu'est-ce que vous... Deux phrases. Là. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, là, quelque chose qui vous a particulièrement aidé ou éclairé? C'est sûr que s'informer sur comment est-ce que l'utilisation des données par chaque plateforme, puis aussi, donc c'est ça, utiliser son agentivité face à comme son utilisation, qu'est-ce qui correspond aux besoins de la personne, qu'est-ce qui correspond aux limites de la personne. Aussi savoir que les réseaux sociaux, c'est pas tout. Il y a, par exemple, les communautés queer ont des lieux physiques, les mouvements sociaux, même si c'est important d'investir les réseaux sociaux comme dans les mouvements sociaux, là, mais il y a aussi des trucs en personne qui se passent et c'est important. Le militantisme ne se passe pas juste sur Instagram puis Twitter. C'est vraiment important de retenir ça. Ouais. Toi, Christopher? Ouais, je réfléchis encore. C'est Parfait, juste... je peux passer et te revenir. Hein. Yeah. June, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Sur le bout de ma langue, là, je dirais que ça serait de profiter du beau qu'il y a sur les réseaux sociaux, puis de vraiment ne pas se prendre la tête avec le lait, de se permettre comme j'ai dit encore, de prendre un step back, puis comme tu as dit plus tôt, l'espèce de réaliser, de donner le droit de savoir que son identité n'est pas 100% sur les réseaux sociaux, puis qu'on existe encore, même s'il y a des choses négatives qui se passent et qu'on peut juste fermer, mettre plus loin et
Et Notre valeur notre change valeur pas. ne change pas selon justement comment les gens nous perçoivent sur les réseaux sociaux. C'est vrai, ça. Hmm? Judith. Ah, j'avais dit ce que j'avais. Tu avais dit, allez pas là-dessus. Oui, allez pas là-dessus. Non, Ouais. quel conseil je donnerais? Fais pas ta vieille Mais réac. je là. dirais- non, mais les réseaux sociaux! Non, mais je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire. Tu sais, c'est pas non plus le centre de l'univers. Là. Puis si j'avais un conseil, en fait, c'est. Puis j'aimerais ça être capable de le suivre, mais de débrancher un peu plus, tu sais, puis de prendre plus de temps dans la vraie vie, puis avec les vraies personnes pour constater que c'est vraiment pas tous les réseaux sociaux. Je dirais tout simplement que il faut sachez qu'il il y a des ressources, il y a des soutiens qui sont disponibles en ligne avec les organismes, avec les plugins. Enfin, il y a beaucoup de monde qui réalise à quel point c'est important de garder nos données, de garder une bonne santé. Donc, il y a de plus en plus on voit il y a des mouvements juste pour redonner le pouvoir aux personnes qui utilisent ces plateformes, les médias sociaux. Donc, dans ce sens, j'ai un peu espoir à voir tout ce qui va arriver dans l'avenir proche parce que c'est vraiment genre, il y a beaucoup de gens qui sont pour plus de contrôle avec nos expériences en ligne. Ouais. Bref, pouvoir au peuple. Ouais. Lux, Christopher, June, Judith, merci beaucoup pour votre présence, pour votre pertinence, puis votre travail. C'est extrêmement apprécié. Cher auditoire, bonne fin de soirée.